Léo est un héros légendaire, trahi par les humains car il était bien trop puissant. Mais tout change quand il rejoint l'armée démoniaque pour se venger, sauf qu'au lieu de ça, il séduit la reine démon et commence à la fracasser avec sa grosse épée noire. Tout a commencé il y a environ 1 an quand l'armée démoniaque, sous les ordres de leur reine, Echidna, a envahi les humains pour dominer le monde. Pour empêcher cela, le roi a invité Léo et les membres de son groupe à anéantir l'armée démoniaque. Cependant, comme ses coéquipiers étaient tous des poids morts inutiles, Léo, étant le plus fort, décida de faire la mission en solo. Après avoir massacré les armées démoniaques comme dans du beurre, Léo a dû affronter la reine Echidna, arrivée dans une armure de Transformer fabriquée en Chine, et qui s'est mise à le pilonner avec de puissants canons. Pourtant, même si elle s'est avérée être une adversaire redoutable, Léo a réussi à esquiver toutes ses attaques. Quand il a enfin vu une ouverture, il a bondi dans les airs comme un maître de l'air et a planté sa lame directement dans le gros noyau sur sa tête. Cela a instantanément brisé son Megazord, et c'est là que Léo a réalisé avec stupeur que la reine démon n'était pas le monstre qu'il croyait, mais une bombe atomique faite pour le lit. Après avoir vaincu la reine démon, Léo est retourné dans son village, s'attendant à ce que tout le monde l'adule comme un héros, mais au lieu de ça, il a été accueilli par la peur et le dégoût. Tout le monde le voyait comme un monstre à cause de sa puissance, et Léo était choqué d'être traité ainsi par les gens même qu'il avait sauvés. Pour ne rien arranger, des affiches de lui étaient placardées partout, prévenant les gens de sa dangerosité, et bientôt, des manifestations ont éclaté pour exiger son expulsion du village. Quand le roi n'a plus pu supporter la pression, il a convoqué Léo et l'a officiellement banni du village. C'est à ce moment-là que Léo a réalisé qu'au lieu de sauver son village, il aurait mieux fait de se palucher devant les vidéos de Shadow Recap. Rongé par le regret et la trahison, Léo a erré sans but jusqu'au jour où il a entendu des rumeurs disant que la reine démon recrutait des combattants pour son armée. D'une certaine manière, Léo s'est convaincu que les démons le traiteraient mieux que les humains, alors il a décidé de rejoindre l'armée du seigneur démon, déterminé à se venger de l'humanité. Dans le présent, Léo se déguise avec des haillons sales, et après des jours de voyage, il atteint enfin le château des démons. Là, il est frappé par des flashbacks traumatisants de la destruction qu'il avait causée. En entrant dans la salle du trône, il rencontre Echidna et ses 4 généraux qu'il avait vaincus lors de leur précédente bataille. Sans hésiter, Léo retire son déguisement et annonce son intention de rejoindre l'armée démoniaque. Echidna et ses généraux sont déconcertés par son assurance, et Léo va plus loin en leur montrant son CV rempli de statistiques surpuissantes. Après s'être vendu comme le commercial parfait, Léo est convaincu que seul un imbécile rejetterait un talent tel que lui. À sa grande surprise, Echidna l'envoie balader puis l'attaque avec une explosion de feu qui réduit son déguisement miteux en cendres. Cependant, contrairement à Echidna, ses généraux sont intrigués par l'assurance de Léo, alors plus tard ce jour-là, ils l'invitent pour une discussion secrète autour d'une table ronde. À l'époque, le premier général démon que Léo a combattu était un genre de Hulk à petit budget nommé Edvard. Alors qu'ils s'affrontaient violemment, Léo a trouvé impossible de porter un coup fatal, car Edvard était bâti comme un tank, et sa peau était dure grâce à la liaison secrète de sa mère avec un dragon. Finalement, Léo a dû compter sur son pouvoir magique pour vaincre le colosse. Ensuite, Léo a combattu un démon nommé Mernès, une pâle copie de Robin des Bois, qui était un autre général de la Reine Démon. Comme Mernès est un assassin d'une rapidité incroyable, il était le seul capable d'entailler le visage de Léo. Cependant, comme ce n'était pas une bataille de vitesse, Léo a simplement projeté l'idiot dans les décombres avec une puissante magie explosive. Ensuite, Léo a rencontré une petite générale nommée Lily, mais il a vite compris que son cerveau ne fonctionnait pas bien, alors au lieu de se battre, il l'a juste séduite. Le dernier général que Léo a dû affronter était une bombe à 4 yeux nommée Chutina. Sachant qu'elle était passée maître en sorcellerie, Léo a utilisé le plus vieux tour du monde en créant une barrière empêchant de lancer des sorts. Grâce à cela, Chutina ne peut plus utiliser la magie, et le combat s'est terminé par une crise de colère digne d'une ex-petite amie toxique. Comme Léo a vaincu les 4 généraux, il a gagné leur respect, et il décide donc de lui donner sa chance. Dans le présent, Chutina demande pourquoi un héros comme lui voudrait rejoindre l'armée des démons, alors Léo explique comment il a été trahi et exilé par son propre peuple. Comprenant sa douleur, Chutina accepte alors de lui accorder un essai d'1 mois pour évaluer sa valeur à l'insu d'Echidna. Cependant, elle prévient que s'il fait une erreur, il se fera griller les parties et sera jeté comme un déchet. Reconnaissant pour cette opportunité, Léo accepte sa condition et promet d'être le meilleur travailleur démon qu'ils aient jamais vu. Avant de conclure la réunion, Chutina l'avertit aussi de toujours porter un déguisement pour éviter qu'Echidna ne découvre sa présence et Léo accepte. Sur ce, ils l'accueillent tous dans l'armée des démons, et Lily est surexcitée d'avoir enfin un papa qui peut la caresser pour l'endormir.
Plus tard dans la nuit, en se promenant dans le château, Léo se remémore soudain la guerre, se rappelant comment Echidna avait ordonné à ses soldats de ne pas tuer d'humains inutilement. Cela lui fait prendre pleinement conscience qu'elle fait de son mieux pour éviter toute perte de vies humaines inutiles, même si cela signifie sacrifier sa propre armée. Confus par ses actions, Léo est déterminé à lui demander un jour pourquoi elle a choisi de protéger les humains et pourquoi elle est restée dans le royaume humain alors qu'elle les déteste tant. Le lendemain matin, Léo a hâte de reprendre son premier jour de travail en tant que membre à l'essai de l'armée des démons. Pour recevoir sa première tâche, il déverrouille la chambre de Shootina par magie, mais en entrant, il la trouve encore endormie dans sa petite nuisette. Même si le gars n'aimerait rien de plus que de renifler ses dessous, il chasse cette vilaine pensée et essaie de la réveiller. Quand Shootina refuse de sortir de son profond sommeil, Léo modifie alors sa voix par magie pour ressembler à celle d'Echidna. Le tour fonctionne instantanément et Shootina se réveille en sursaut, paniquée. Cependant, lorsqu'elle sort de sa torpeur et réalise qu'elle a été piégée par Léo, elle expulse furieusement l'idiot de sa chambre avec de puissants éclats de glace. Le vacarme réveille Echidna, qui se précipite à la fenêtre pour vérifier si la Troisième Guerre mondiale a commencé. Cependant, en voyant les éclats de glace, elle reconnaît immédiatement le travail de Shootina et suppose qu'elle fait encore un de ses nombreux rêves avec Johnny Sins. Peu après, Léo tente de calmer Shootina en s'expliquant, mais toujours furieuse, elle l'attaque à nouveau avec des éclats de glace que Léo dévie facilement. Il y a des années, lors d'une bataille contre l'humanité où Léo a terrassé toute l'armée démoniaque, beaucoup ont battu en retraite, laissant l'armée en sous-effectif. En conséquence, la plupart des responsabilités incombèrent aux 4 généraux. Et comme Shootina était la seule à avoir des neurones fonctionnels, la majeure partie de la charge de travail lui revint. Elle dut travailler jour et nuit, ce qui l'épuisa et affecta sa magie. Dans le présent, après que Shootina se soit enfin calmée, Léo jette un œil à sa liste de tâches. Remarquant qu'elle a plus de 50 tâches à accomplir en une seule journée, il suggère de déléguer une partie du travail. Cependant, Shootina rejette l'idée, expliquant que ses collègues ont de la bouse de porc à la place du cerveau, elle ne peut donc rien leur confier. Sur ce, Léo choisit la dernière tâche de la liste, qui consiste à réapprovisionner le réacteur à mana. Comme seul le créateur du réacteur peut le remplir, Léo explique qu'il compte imiter sa longueur d'onde magique pour accomplir la tâche. Avant de partir, il assure avec assurance à Shootina qu'il réussira si bien qu'elle le laissera tremper son biscuit dans son lait. Après quoi, il se déguise en Dark Vador pour éviter d'être reconnu par Echidna. En chemin, il croise une ouvrière nommée Dianette, mais la jeune fille est effrayée par son apparence et s'enfuit rapidement. Pendant ce temps, Echidna, inquiète de l'état de Shootina, discute d'elle avec les autres généraux. Elle leur ordonne de surveiller Shootina et de signaler tout fait inhabituel, ce qu'ils acceptent. Plus tard dans la journée, Léo revient et Shootina est surprise de la rapidité avec laquelle il prétend avoir terminé. Elle tente de lui confier une autre tâche, mais Léo refuse, insistant sur le fait qu'il a d'abord besoin de repos. Il invoque ensuite un appareil appelé l'œil de mirage, qui fonctionne comme une caméra. Choqué par l'appareil, Shootina l'interroge, mais Léo plaisante en disant qu'il veut filmer le balancement de ses melons pendant qu'elle travaille. Quelques minutes passent et Shootina lui demande s'il est prêt pour une autre tâche. Mais le glouton, tout en dévorant de la viande comme une hyène, dit qu'il a besoin de plus de temps pour se détendre. 1 heure s'écoule et Shootina l'affronte avec colère, lui demandant s'il est prêt. Quand Léo lui dit que non, elle tente de le virer du canapé, mais il utilise la magie pour peser plus lourd qu'un sumo, ce qui l'empêche de le soulever. Frustré, Shootina le traite de bon à rien et invoque son Bankai pour l'envoyer dans l'au-delà. Léo la supplie d'arrêter, mais Shootina refuse et s'apprête à le griller comme un steak quand soudain on frappe à la porte, ce qui le sauve. Il s'avère que c'est Dianette qui vient faire un rapport sur la maintenance du réacteur. Elle rend ensuite le talisman que Léo lui a donné pour la tâche et le remercie de son aide. Confuse, Shootina exige de savoir ce qui se passe, car elle pensait que c'était Léo qui avait rempli le réacteur. Mais Léo lui dit de se détendre et de laisser Dianette terminer son rapport. Shootina accepte, alors Dianette demande la permission de s'occuper du remplissage des réacteurs à l'avenir. Quand Shootina rappelle à Dianette qu'elle seule peut recharger le réacteur, Léo intervient pour clarifier la situation. Apparemment, avant sa mission, il s'est rendu à l'atelier du château pour se procurer une gemme, qu'il a remplie de mana accordée à Shootina. Grâce à cette gemme, n'importe qui peut désormais recharger le réacteur, alors Léo l'a donnée à Dianette et lui a montré comment faire. De retour au présent, Dianette dit à Léo qu'elle a aussi appris à 3 autres démons à recharger le réacteur, alors Léo promet d'en fabriquer d'autres. S'adressant à Shootina, Léo explique qu'il a fait cela pour alléger le fardeau qui pèse sur ses épaules. Il lui fait aussi savoir que tout le monde, y compris Dianette, s'inquiète pour elle et aimerait beaucoup l'aider.
Touchée par ces mots, Shutina accepte enfin de demander de l'aide en cas de besoin, ce qui rend Dianette super excitée. Après le départ de Dianette, Léo se moque de Shutina en disant qu'il n'est pas inutile, car en quelques minutes, il a réduit sa charge de travail de 50%. Il lui conseille aussi de diriger l'armée comme un cartel où les petites tâches sont déléguées aux moins qualifiés avant qu'elles ne s'épuisent. Shutina lui demande alors pourquoi il paraissait plus tôt en laissant tout le travail à Dianette et Léo explique qu'il ne faisait pas que traîner, il travaillait dur. En lui montrant une liste, il explique qu'il n'utilisait pas seulement l'œil de Mirage pour la mater, mais aussi pour voir ce qu'elle faisait et ce qu'elle devait améliorer. Quand Shutina examine la liste, elle est choquée de voir que Léo a marqué les domaines qu'elle doit déléguer à d'autres personnes. Émue par ses efforts, Shutina lutte pendant des heures pour ravaler son immense fierté. Après y être parvenue, elle remercie timidement Léo de l'avoir aidé, puis s'excuse de l'avoir mal jugé plus tôt. Léo accepte ses excuses et s'apprête à partir, mais Shutina l'arrête et, avec un sourire, dit qu'elle a hâte de retravailler avec lui. En entendant cela, Léo lui rappelle qu'il a demandé à se noyer dans ses seins s'il réussissait, mais cela rend Shutina timide, alors elle l'éjecte de son bureau. Plus tard, Shutina appelle Léo dans son bureau privé et lui explique que le château manque de vivres et que Lily doit s'occuper de la cargaison. Cependant, elle se plaint que lorsqu'elle a demandé un plan de mission, la naine idiote a soumis un dessin inutile à la place. Shutina explique aussi qu'ils tirent l'essentiel de leur nourriture d'une île appelée Largo où Lily va se rendre. Comme l'île abrite des dragons, elle veut que Léo accompagne Lily pour s'assurer que la cargaison arrive à bon port. Léo accepte mais demande ensuite à goûter sa vitamine B en récompense s'il réussit ce qui énerve Shutina qui l'envoie sur la lune. Des jours plus tard, Léo arrive enfin sur l'île de Largo mais réalise vite qu'il ne peut pas contrôler Lily car la gamine ne veut que courir partout. Quand elle se calme enfin, Léo demande pourquoi elle a fait courir un marathon à ses ouvriers et Lily explique qu'elle voulait voir qui portait le plus vite. Après le premier voyage, un ouvrier suggère de se dépêcher car il reste beaucoup à transporter, mais Lily dit à tout le monde de faire une pause. Peu de temps après, alors que Léo se prélassait tranquillement sous un cocotier, il aperçoit Lily perchée tout en haut de l'arbre en train de jouer à Tarzan. Elle descend alors soudainement et lui donne du lait de coco pour l'aider à récupérer son énergie. Malgré tout cela, Léo commence à s'inquiéter sérieusement de la lenteur du travail, réalisant qu'ils ne finiront jamais à temps de transporter toutes les provisions. Il fait également remarquer que ce travail ne devrait normalement prendre qu'un jour ou deux tout au plus, mais voilà, les retards s'accumulent parce que Lily ne gère vraiment pas très bien les tâches qui lui sont confiées. Pendant que Léo est en pleine réflexion, Lily l'interrompt en lui proposant des carottes, et face à son refus, elle les donne simplement aux horribles gobelins. À ce moment, un gobelin demande qui est Léo, et Lily le présente avec enthousiasme comme son futur papa. Mais Léo lui ferme aussitôt le clapet et se présente à nouveau sous le nom de Dark Vador. Plus tard, à la reprise du travail, Léo tente de prendre les choses en main en donnant des instructions. Mais les ouvriers l'envoient balader, insistant sur le fait qu'ils n'obéissent qu'à leur chef, Lily. Frustré, Léo se retire dans sa tente, pensant qu'ils sont mal barrés avec Lily aux commandes. À cause du leadership vraiment déplorable de Lily, les habitants de l'île ont carrément déposé une plainte officielle. Ils sont même sur le point de perdre tous les précieux liens amicaux qu'ils ont si soigneusement tissés avec le peuple dragon. Alors qu'il est en pleine réflexion, Lily fait irruption soudainement et en voyant la mine un peu déconfite de Léo, elle suppose immédiatement qu'il est malade. Du coup, elle court chercher des médicaments sans hésiter. Pendant ce temps, au château des démons, Shutina s'inquiète car Léo et Lily ne sont pas encore rentrés. Lorsque Mernès laisse entendre que c'était une terrible erreur d'avoir confié une tâche aussi importante à cette gamine irréfléchie, Shutina la fait taire, affirmant qu'elle croit en Lily. Elle se souvient très bien de la façon dont Lily a réconforté Echidna après la guerre avec Léo, à un moment où elle se sentait complètement inutile. Cela prouve bien que Lily possède ses propres forces uniques et précieuses. Sur l'île, Léo réalise que la logique seule ne marchera pas avec Lily, alors il élabore un autre plan. Plus tard ce soir-là, quand Lily lui apporte le remède, elle remarque que son état s'est aggravé. Quand elle demande ce qui s'est passé, Léo prétend avoir été mordu par un serpent, mais il a tout mis en scène. Voir Léo ainsi fait pleurer Lily, car elle ne veut pas qu'il meure avant de l'avoir vu devenir une vraie dure. Soudain, elle se souvient d'herbes médicinales dans la forêt de l'île et se précipite pour en cueillir. Comme tout se passe comme prévu, Léo se soigne et envoie ses yeux mirages suivre Lily pour tout voir en direct. Au fond de la forêt, Léo a préparé diverses épreuves dignes d'Hercule. Pour que Lily puisse obtenir ces herbes, elle doit absolument passer par eux et Léo espère que cela lui enseignera la force du travail d'équipe. Au même moment, alors que Lily sprinte dans la forêt, elle se transforme en un Fenrir blanc géant, le loup divin. Le loup divin est une divinité protectrice de son village et elle seule peut se transformer ainsi.
Bientôt, elle atteint sa première épreuve, un énorme rocher qui lui barre la route. Ce rocher a été neutralisé magiquement contre toute attaque physique par Léo. Il s'attend à ce qu'elle trouve un subordonné capable de lever le sort. Cependant, il est plus que surpris de voir Lily fracasser le rocher avec force, sans la moindre hésitation. Alors que Lily continue de frapper et de griffer ce rocher, elle finit par le briser. Léo est vraiment déçu qu'elle ait réussi toute seule, sans demander d'aide à personne. Après avoir couru une bonne distance dans la grotte, Lily tombe sur sa deuxième épreuve, et cette fois, c'est un mur de slime se multipliant qui lui barre la route. Parmi les slimes se trouve un seul petit slime rose, qui est le cœur, et ce n'est qu'en trouvant un coéquipier assez perspicace pour l'éliminer que le mur peut être détruit. Cependant, la fille loupe écervelée déçoit Léo une fois de plus en plongeant droit dans les murs de slime, et par la force brute, elle se fraye un chemin. La troisième épreuve est une immense crevasse, et cette fois, Léo se déguise en musicien country raté nommé Goddard pour conseiller personnellement Lily en musique de chercher de l'aide. Pendant un instant, il semble que sa musique ridicule atteigne Lily alors qu'elle court vers le village pour chercher de l'aide, ce qui fait soupirer Léo de soulagement. Cependant, il est choqué quand il voit soudainement Lily dans la rivière nager vers l'autre côté et finalement elle réussit à traverser. Épreuve après épreuve, Lily les a surmontées seule sans demander d'aide et Léo finit par abandonner. Le lendemain, Léo se réveille et découvre qu'on lui a donné l'herbe médicinale et quand Lily le voit rétabli, elle lui saute dessus avec enthousiasme. Elle lui montre ensuite fièrement le dessin en couleur qu'elle a fait de tout le monde travaillant en équipe pour transporter les marchandises. Surpris, Léo lui demande si elle a eu l'idée elle-même, et elle avoue qu'elle l'a eue d'un ami qu'elle a récemment rencontré nommé Goddard. En entendant cela, Léo réalise enfin que la fille bête n'est pas aussi stupide qu'il le pensait, et qu'il aurait dû lui parler directement au lieu de créer ces épreuves idiotes. Il lui tapote donc la tête et la félicite pour son bon travail, ce qui fait rayonner Lily d'excitation. Peu après, ils retournent au château et après que Léo a fait son rapport sur tout ce qui s'est passé sur l'île, Shootina est ravie de l'impact qu'il a eu sur Lily. Cependant, son ton devient sérieux lorsqu'elle montre à Léo une invitation de la reine Echidna elle-même, demandant à voir Onyx. Léo est choqué d'apprendre cela, mais Shootina explique que c'est probablement parce qu'il ne s'est pas encore présenté à Echidna. Elle avoue aussi qu'elle a peut-être parlé du travail remarquable qu'il faisait à Echidna, ce qui pousse Léo à la traiter d'idiote à forte poitrine pour avoir agi sans réfléchir. En réfléchissant à ce qu'il doit faire, Léo sait qu'Echidna n'est pas seulement la reine des démons parce qu'elle est incroyablement sexy. Elle est la reine parce qu'elle est une experte à l'épée et ses compétences magiques peuvent rivaliser avec celles du grand Merlin. Il craint que, quels que soient ses efforts pour la tromper, elle ne finisse par percer son déguisement. Shootina interrompt ses pensées, le pressant de se dépêcher, puis lui dit de l'appeler si Echidna finit par le démasquer. Mais Léo se transforme en Onyx et l'assure que tout ira bien. Quelques minutes plus tard, Léo rencontre Echidna et après qu'elle s'est excusée de l'avoir appelée si soudainement, elle l'invite à déjeuner avec elle. Pendant qu'ils mangent et boivent, Léo est surpris qu'elle n'ait pas encore percé son déguisement, mais malgré cela, il ne souhaiterait rien de plus que de partir au plus vite. Soudain, Echidna exige qu'il retire son casque pour qu'elle puisse voir son invité. Léo tente de s'en sortir par la parole, mais Echidna insiste pour lui parler face à face. Elle s'approche alors de lui et lui arrache son casque de la tête. Pendant un court instant, Léo se fige de peur car il n'a pas eu le temps de modifier son visage. Cependant, après l'avoir examiné de près, Echidna sourit car il ressemble à un troll, puis s'en va disant qu'elle comprend pourquoi on voudrait cacher un visage si dégoûtant. Léo est surpris qu'elle ne l'ait pas reconnue et se dit que c'est sûrement parce qu'elle était méchée. Pendant qu'Echidna continue de manger et de boire, Léo cherche le plan parfait pour fuir ce cauchemar. Soudain, il remarque que son verre est presque vide, alors il se lève vite et lui propose du vin. Echidna le laisse joyeusement remplir son verre. Pendant des heures, Léo reste à ses côtés comme serveur bénévole, espérant qu'elle finisse ivre morte. Après qu'Echidna a vidé chaque bouteille comme un trou sans fond et semble avoir atteint sa limite, Léo est sur le point de danser de joie. Cependant, il est sous le choc quand Echidna déclare qu'elle s'échauffait à peine et commence à boire au goulot comme une ivrogne. Pendant ce temps, Shootina devient folle, ne sachant pas si Léo a été démasqué par Echidna ou non. C'est à ce moment-là que Lily l'interrompt en lui montrant un de ses dessins un peu effrayants, et Shootina essaie désespérément de cacher à quel point elle est perturbée. De retour au festin, Léo commence à échafauder un nouveau plan, car le premier a été un échec colossal, tout comme sa carrière de héros. Cette fois-ci, il se met à vanter la saveur exquise des plats. Cela fait sourire Echidna, qui est ravie de voir qu'il apprécie le repas tout autant qu'elle. Son sourire innocent surprend Léo, qui ne s'attendait pas à ce que la reine démon soit si mignonne. Comme Léo était le chef derrière ce délicieux repas, la reine Echidna complimente ses talents culinaires. Léo la remercie et dit qu'il serait ravi d'utiliser ses doigts de fée pour elle aussi, ce qui la séduit.
Après tout ce qu'il a fait, Léo est persuadé qu'Echidna va s'arrêter là, mais à sa grande surprise, elle lui propose de boire et de discuter toute la nuit. Au même moment, Shutina et Lily se disputent à propos de la présence de Léo dans le château, quand, tout à coup, Dianette les interrompt pour leur annoncer qu'elles viennent de recevoir un message urgent. Après avoir bu pendant des heures, Echidna remercie Léo d'avoir aidé Shutina en allégeant sa charge de travail, et d'avoir également veillé sur Lily. Elle avoue que ce dîner avait pour but de lui montrer sa gratitude. Elle affirme ensuite n'avoir aucun préjugé et acceptera quiconque au château s'il sert la cause. En entendant cela, Léo demande pourquoi elle n'a pas aussi accueilli le héros qui voulait les rejoindre. Mais Echidna frappe la table de colère et dit qu'elle préférerait un fou dans son armée plutôt que ce bon à rien de héros. Pendant qu'elle s'emporte, Léo la regarde avec surprise, car le héros qu'elle insulte est assis juste en face d'elle et leur facilite la vie. Après s'être calmée, Echidna mentionne qu'à cause du héros, elle n'a pas pu obtenir la pierre philosophale pendant la guerre. La rumeur disait que la pierre philosophale était un trésor caché dans la cité sainte, découvert par le roi saint. La pierre a le pouvoir de transformer même des tranchées en Californie et d'accorder l'immortalité. Cependant, Léo ne croit pas à cette rumeur ridicule, car il a déjà utilisé la pierre et elle ne l'a pas changé en Superman. Alors qu'Echidna continue de divaguer sur son échec à acquérir la pierre philosophale, Léo comprend enfin que la raison de la guerre n'était pas la domination, mais la pierre elle-même. Il lui demande alors ce qu'elle compte faire de la pierre, et en réponse à sa question, Echidna l'emmène sur le balcon. Là, elle lui montre un vaste terrain vague et révèle que le royaume des démons, sa demeure, est identique à ce désert sans soleil ni végétation. Elle explique aussi que les démons là-bas se battent pour le peu de ressources qu'ils peuvent grappiller. Elle dit en avoir assez que son peuple vive plus mal que des mendiants, et son but en acquérant la pierre philosophale est de débarrasser son foyer des conflits et d'en faire un paradis. En entendant cela, Léo est stupéfait d'apprendre que la raison pour laquelle elle combattait les humains n'était pas un gain personnel, mais l'amélioration de la vie de son peuple. Il lui demande ensuite si elle accepterait volontiers la pierre sans faire de victime si les humains la lui offraient, et Echidna confirme que oui. Bien qu'elle dise douter que les humains le fassent, car la pierre philosophale est la magie de la capitale sainte et la capitale est la ville qui détient tous les moyens de subsistance humains. Léo souligne alors qu'elle a empêché son armée d'exterminer les humains et Echidna dit qu'elle le regrette, expliquant qu'elle a fait ça parce qu'elle ne voulait pas être la méchante de cet animé. Elle explique ensuite qu'elle ne pouvait pas rester là à regarder les humains perdre la vie, et en entendant cela, Léo réalise qu'elle est une souveraine bienveillante qui se soucie vraiment des humains. Echidna demande alors à Léo pourquoi il a rejoint l'armée des démons, si c'est parce que les humains l'ont trahi ou simplement parce qu'il a un faible pour les méchantes démones. En entendant cela, Léo réfléchit à tout ce dont lui et Echidna ont discuté, et touché par sa sincérité, il décide enfin de dire la vérité. Cependant, juste au moment où il va lui dire la vérité, Shutina et Lily font irruption pour informer Echidna que Mernès et Edvar ont tous deux abandonné leur poste de généraux. Selon la lettre qu'ils ont laissée, Mernès écrit qu'il part en voyage, tandis qu'Edvard avoue qu'il est sur le point de se suicider pour avoir échoué à entraîner sa troupe. Tout le monde est stupéfait par la nouvelle, alors Léo propose de partir à la recherche de Mernès pour le ramener, tandis qu'Echidna dit qu'elle s'occupera du grand gaillard. Cependant, alors qu'Echidna essaie de bouger, elle trébuche à cause des litres d'alcool qu'elle a consommés, alors Shutina se précipite pour la soutenir. Pour décuver, Echidna se brûle alors le foie de l'intérieur, et Léo est surpris de voir à quel point la reine est une experte en alcool. Plus tard cette nuit-là, Léo se transforme en Dark Vador et part à la recherche de Mernès. En chemin, il se fait attaquer par Mernès, qui n'a aucune idée que c'est lui qui se cache derrière l'armure sombre. Cependant, Léo parvient à tenir tête au général démon, et quand il finit par révéler son identité, Mernès arrête l'attaque. Peu après, alors qu'ils s'assoient pour discuter, Léo demande pourquoi il a écrit dans sa lettre qu'il partait en voyage alors qu'il avait juste besoin d'être seul pour s'isoler, et Mernès répond qu'il voulait vraiment faire un voyage. Pourtant, Léo le gronde, en lui disant qu'un général comme lui ne peut pas juste partir en voyage alors qu'ils doivent reconstruire l'armée. Léo demande alors à Mernès ce qui lui arrive et s'il ne fait pas une crise de la quarantaine. En posant ces questions, Léo utilise discrètement une corde magique pour entraver la jambe de Mernès, l'empêchant de fuir avant d'avoir ses explications. Comme Mernès refuse de répondre, Léo affirme qu'il ne l'empêchera pas de partir et que s'il veut vraiment laisser tout le monde en plan, il est libre de le faire. Léo ajoute que ça ne le dérange pas s'il veut être un lâche inutile, car il n'aura qu'à dire au château qu'il ne l'a pas trouvé. Mais il prévient Mernès qu'il finira par regretter d'avoir démissionné. Touché par son intérêt, Mernès finit par s'ouvrir, avouant qu'il s'inquiète pour les entretiens qu'il doit mener dans 3 jours.
Il avoue que ses capacités sociales sont pires que celles d'un rat dans une grotte, et comme les entretiens exigent de parler, il est nul en communication. Léo est perplexe que Mernès soit si peu bavard, d'autant plus que le gars est un général. Mernès explique alors qu'à l'époque, il avait des gens pour l'aider. Suite à cela, Léo comprend que comme tous les démons ont été renvoyés chez eux, il n'y a plus personne pour servir de porte-parole à Mernès. Mernès explique qu'il veut apprendre à parler en public en voyageant un peu partout. Mais comme Léo a choisi d'être son thérapeute, Mernès exige qu'il soit aussi son coach en art oratoire pour devenir un Andrew Tate en 3 jours. Prêt à l'aider, Léo invoque des techniques de communication de YouTube sous forme de lumière, puis traite Mernès de mauviette pour avoir fui ses problèmes au lieu de demander de l'aide. Vexé par l'insulte, Mernès tente de s'enfuir à nouveau, mais il trébuche et réalise alors que Léo l'a ligoté. Plus tard au château, Léo, déguisé en Dark Vador, raconte tout ce qui s'est passé avec Mernès à la reine Echidna et aux autres générales. Echidna le remercie et avoue qu'elle ignorait que son général traversait une telle crise personnelle. Elle avoue aussi que bien qu'elle soit reine, elle écoute ses généraux et que sur les humains, l'avis de Mernès divergeait toujours du sien. En entendant ça, Léo se rappelle avoir vaincu Mernès. Au sol, il exigeait qu'il l'achève, sinon il jura de tuer tous les humains un jour. Ce souvenir fait comprendre à Léo que ce gringalet est peut-être un déséquilibré qui déteste les humains. Léo s'enquiert d'Edvard et Echidna révèle qu'ils ont trouvé l'idiot tentant de se faire seppuku, oubliant que les lames ne percent pas ses écailles. Echidna ajoute également qu'Edvard, selon ses propres mots, se traitait lui-même de général bon à rien, mais qu'il refuse catégoriquement de s'expliquer davantage sur ce sujet précis. Voyant que les femmes sont bien trop inutiles pour gérer la situation d'Edvard, Léo promet alors d'aider le grand gaillard, une fois qu'il aura terminé son rôle de coach vocal pour Mernès. Plus tard dans la journée, au pub souterrain sous le château des démons, là où les cuisiniers sont littéralement des rats et la serveuse en chef est une horrible mégère, Léo emmène Mernès pour y travailler comme serveur. Même si Mernès n'a aucune idée de comment servir des tables et se travestir en fille ferait de lui un génie de la communication, Léo explique à cet idiot que cela l'aidera à améliorer ses compétences relationnelles. Mernès demande alors pourquoi il est habillé comme un femboy alors que Léo est habillé comme un homme viril. Léo explique alors que c'est parce que Mernès ressemble déjà à un e-boy de TikTok, donc s'habiller comme tel ne changerait rien. À contre-cœur, Mernès accepte tout ce que dit Léo, mais quand il essaie de servir une table, la serveuse en chef lui demande de sourire pour ne pas effrayer les clients avec son air de singe déshydraté. Quand Mernès essaie de sourire, son sourire à la Hisoka effraie la femme, qui lui demande immédiatement de remettre son visage en mode usine. Mernès se sent mal de ne pas avoir de talent pour les relations humaines, mais Léo arrive et l'encourage à ne pas abandonner. Il conseille aussi à Mernès de s'entraîner et qu'une cafétéria désordonnée est l'endroit idéal pour acquérir cette expérience. Mernès demande ensuite à Léo s'il a une technique secrète qu'il pourrait utiliser. Léo lui répond alors que la technique secrète consiste à se taire et à écouter. Agacé par son sarcasme, Mernès lui donne un coup de pied. Léo, bien qu'il souffre, explique en fait qu'il voulait dire que pour être vraiment un bon communicant, il doit d'abord apprendre à écouter. Il ajoute que puisque Mernès devra interroger des gens, il doit se concentrer sur l'écoute plutôt que sur la parole. C'est alors que des loups barbares exigent furieusement d'être servis. Mais alors que Mernès s'approche d'eux, le chef commence à reluquer ses fesses, pensant que c'est une fille. L'ordure va jusqu'à peloter Mernès qui riposte en lui tordant ses mains sales dans une clé de bras fatale. Le reste de sa bande tente de se venger, mais Mernès les assomme tous sans même tacher sa chemise blanche. À ce moment-là, tout le monde réalise que le garçon maigre est en fait le général Mernès et les loups s'excusent de l'avoir cherché. Plus tard dans la journée, après le travail, Léo félicite Mernès pour son bon travail au pub. Puis il lui demande de le retrouver dans sa chambre quelques heures plus tard. Quand Mernès arrive, Léo propose un entretien d'entraînement où Mernès poserait toutes les questions et Léo promet de répondre à tout ce qu'il demande. Mernès accepte, mais Léo s'effraie des questions que ce gringalet pourrait lui poser et regrette d'avoir suggéré cet entretien fictif. Mernès demande alors pourquoi il a choisi de rejoindre l'armée des démons, et avant que Léo ne réponde, Mernès lui dit qu'il ne croit pas à son excuse bidon d'avoir rejoint les démons pour anéantir l'humanité. Surpris, Léo demande pourquoi il poserait une telle question, et Mernès lui explique qu'il a réalisé que Léo n'a pas vraiment besoin des démons s'il veut vraiment détruire l'humanité, car il pourrait très bien le faire tout seul. Ne voulant pas répondre, Léo tente de s'esquiver, mais Mernès insiste pour savoir pourquoi il n'a pas encore détruit les humains. Quand Léo tente encore d'éviter la question, Mernès lui lance le tampon encreur avec colère et lui demande d'arrêter de tergiverser.
Avec une expression plus sérieuse, Mernès avoue qu'il trouve vraiment étrange que Léo ne déchaîne pas un véritable enfer sur les humains, surtout après l'avoir trahi froidement, alors qu'il s'était donné tant de mal pour les protéger pendant toutes ces années. Mernès confesse alors qu'il a toujours voulu éliminer les humains pour ce qu'ils lui ont fait subir. Il y a des années, Mernès est né mi-humain, mi-démon. À cause de cela, les humains étaient terrifiés par lui, alors ses parents l'ont vendu comme esclave. Après avoir été baladé de main en main comme un vulgaire objet pendant des années, Mernès fut finalement acquis par la guilde des assassins. Eux ne voyaient en lui qu'un pion insignifiant et facilement sacrifiable. Cependant, Mernès s'est révélé plus doué pour ôter la vie que John Wick. Après des années de souffrance sous la brutalité humaine, il décida de se venger de l'humanité en soutenant l'invasion démoniaque. Ainsi, quand la reine Echidna et ses armées attaquèrent le village humain, Mernès fut chargé d'ouvrir les portes du château pour les laisser entrer. Pourtant, une fois les démons entrés, il fut choqué de voir que la reine, au lieu de massacrer les humains, cherchait plutôt à s'en faire des alliés. Après la guerre, la reine Echidna annonça que son but n'était pas de tuer les humains, mais d'obtenir la pierre philosophale. Cela laisse Mernès plutôt perplexe, et il se demande vraiment pourquoi les démons n'étaient pas en train d'éliminer les humains comme il l'avait initialement imaginé. Pour comprendre, Mernès rencontre la reine Echidna plus tard ce jour-là et demande à rejoindre son armée sous de faux prétextes. La reine accepte, et ce soir-là, alors que les démons festoyaient avec les humains, Mernès trouva absurde que des ennemis fêtent ensemble comme en 1999. Voyant l'incrédulité de Mernès, Choutina explique que cette fête faisait partie de la stratégie de la reine pour motiver ses troupes. À ce moment, Edvard intervient, disant qu'avant de rejoindre l'armée, il croyait que leur mission était de détruire toute l'humanité. En entendant cela, Mernès allait dire qu'il avait rejoint pour la même raison, mais Edvard l'arrête, expliquant qu'il n'aurait pas rejoint si c'était leur but. Il précise que même s'il y a des humains horribles, il y en a aussi de bons, donc tous ne méritent pas de mourir. Quand Choutina demande à Mernès pourquoi il a rejoint, il ne peut avouer qu'il l'a fait car il pensait qu'il massacrerait les humains. Alors, au lieu de cela, il s'est simplement éloigné. Des années plus tard, Mernès est devenu l'un des généraux démons, bien qu'il ne soit pas satisfait de ne pas avoir pu accomplir sa mission. Cela l'a rendu déprimé pendant des années, jusqu'à ce qu'il finisse par combattre Léo et perde. Se sentant comme un raté, il a supplié Léo de l'envoyer rejoindre ses ancêtres, sinon il exterminerait un jour toute l'humanité. Mais Léo a refusé de l'achever et lui a plutôt conseillé de sortir un peu pour qu'il arrête d'être un sadique flippant. Avant de partir, Léo lui a aussi conseillé de voyager et de courir après des beautés latines, et ces mots ont profondément touché Mernès. De retour au présent, Mernès souligne que Léo n'est pas comme lui, qui nourrit de la haine pour les humains, puis il lui demande avec colère quel est son but. Voyant à quel point Mernès est dépassé, Léo décide alors de tout lui déballer sur sa vie. Il y a très longtemps, avant même la naissance de la magie, le monde était à l'apogée de la civilisation industrielle. Elon Musk était occupé à envoyer des fusées sur Mars et des réseaux à haut débit connectaient tout le monde sur Terre. Tout était plutôt paisible jusqu'au jour où un cratère massif s'est ouvert au milieu de la rue, et de ce cratère, toutes sortes de monstres terrifiants ont surgi. C'étaient des démons qui, comme Echidna, en avaient assez du monde sombre des démons et avaient besoin de voir de belles choses. Alors que certains démons étaient pacifiques, d'autres étaient violents, les humains ont donc déployé toutes les armes sur Terre pour les combattre. Mais hélas, leurs armes étaient inutiles contre les démons, alors tous les dirigeants du monde ont tenu un sommet du G pour chercher une solution. Après la réunion, ils ont tous décidé de créer scientifiquement 12 armes surpuissantes sous forme humaine pouvant rivaliser avec les démons. Au fil des ans, ces 12 héros de l'humanité ont combattu les démons jusqu'à ce qu'il n'en reste plus qu'un, et c'était Léo. Pendant des siècles, Léo a vécu en luttant pour les humains tout en voyant le monde industriel s'effondrer vers une existence primitive à cause de la guerre. Malgré tout cela, Léo a continué à se battre, et au fil des ans, il est devenu trop fort pour mourir au combat. Tout ce qu'il a connu, c'est protéger l'humanité. Alors quand les humains l'ont récemment écarté, Léo dit à Mernès qu'il n'était pas fâché. Au contraire, il se dit plus qu'heureux car il peut maintenant voir le monde et profiter de la vie comme un moins que rien. Léo révèle aussi qu'il avait combattu l'ancien roi démon, le roi Sicrius, qui était aussi le père de la reine Echidna. Choqué d'entendre cela, Mernès lui rappelle que selon la légende, le roi Sicrius a été envoyé dans un autre monde par un vieux et puissant sage. Mais Léo révèle qu'il est ce sage, et Mernès est stupéfait de croire que Léo est plus vieux que ses ancêtres. Léo explique aussi à Mernès que même si Echidna et ses grands généraux sont un peu des rigolos, ce sont de bonnes personnes et c'est précisément pour cette raison qu'il va les aider à obtenir la pierre philosophale qu'ils désirent tant. Épuisé par ce trop-plein d'informations, Mernès s'affale sur le canapé de frustration et se plaint d'être trop lent pour comprendre quoi que ce soit.
Alors, Léo s'excuse de lui avoir raconté sa vie pathétique, mais Mernès insiste pour savoir pourquoi il l'a révélé. Léo explique qu'il n'a pas pu s'empêcher de tout dire parce que Mernès l'écoutait bien, ce qui est une compétence de communication cruciale. Il tapote alors la tête de Mernès et l'assure qu'il réussira l'entretien, mais Mernès devient timide et demande à Léo de ne pas le toucher. Le lendemain, dans une mine souterraine, des ouvriers démons, en creusant dans les ruines, tombent par hasard sur une main robotique géante. Pendant ce temps, au château, une fille nommée Julieta, la fille d'Edvard, se plaint à Léo que l'état de son père ne s'améliore pas. Pour la calmer, Léo propose de prendre le thé, puis lui demande d'expliquer la situation, et Julieta accepte. Apparemment, le désir d'Edvard d'en finir a commencé le jour où il a décidé d'entraîner ses soldats en leur ordonnant de terrasser une bête féroce. Cependant, il a été déçu quand ses bons à rien de soldats n'ont pu vaincre la bête, alors il les a tous réprimandés pour s'être battus comme des princesses Disney. Après les avoir grondés, Edvard s'est senti coupable d'être le chef de ces mauviettes, alors le gros bêta a dit qu'il allait expier son erreur en mettant fin à ses jours. Après avoir écouté les raisons d'Edvard, Léo pense que seul un crétin fini pourrait imaginer quelque chose d'aussi ridicule. Quand il demande à Julieta pourquoi Edvard a choisi d'entraîner ses hommes avec une telle bête, elle explique que son père attend de tous qu'ils soient aussi forts que lui. Elle ajoute aussi que quand son père, cette tête de muscle, a vu que ses hommes ne pouvaient pas vaincre la bête, il s'est dit qu'il ne faisait pas assez d'efforts. En entendant cela, Léo comprend enfin que tout cela est dû au fait qu'Edvard est une brute écervelée qui s'attend bêtement à ce que tout le monde soit naturellement fort et doué comme lui. Il réalise aussi que la plupart du temps, il est souvent difficile pour un bon guerrier d'être un bon professeur. Léo reconnaît qu'Edvard est un vrai travailleur acharné et pense que c'est pour ça que le grand gaillard croit que tout n'est qu'une question d'effort. Julieta confie ensuite que même si son père peut être une vraie tête de mule parfois, elle le respecte et a toujours voulu lui ressembler. Cependant, elle mentionne qu'à cause de son entêtement et de son entraînement digne des commandos, la plupart de ses troupes s'évanouissent d'épuisement. Lorsqu'elle s'enquiert de ce qui pourrait être fait pour son père, Léo la rassure en lui disant qu'il va personnellement gérer la situation. Pendant ce temps, Mernès vend la mèche à Choutina et Lily sur le fait que Léo est une arme vivante créée par les humains pour vaincre les démons. Il leur dit aussi que Léo a menti en disant qu'il avait rejoint l'armée des démons pour détruire l'humanité. Quand Choutina demande alors la raison pour laquelle Léo a rejoint l'armée des démons, Mernès répond qu'il n'en a aucune idée. Cependant, il leur dit que Léo a promis de les aider à acquérir la pierre philosophale, alors Choutina suggère de surveiller Léo de près et de rapporter toute activité suspecte à Echidna, ce qu'elles acceptent toutes. Pendant ce temps, dans sa chambre, Léo fait les 100 pas, inquiet de savoir comment aider Edvard quand soudain il tombe sur un dessin de Lily, ce qui lui donne une idée. À ce moment-là, une voix l'informe que la reine exige sa présence. Plus tard, Léo arrive dans la salle du trône sous son déguisement habituel, où Echidna l'informe qu'Edvard a démissionné de son poste de chef de l'armée et s'est rétrogradé au rang de simple soldat pour s'entraîner avec les subalternes. Cela ne fait que compliquer les choses pour tout le monde, alors la reine demande à Léo ce qu'on peut faire. Cependant, elle réalise vite que la seule chose qu'elle sait faire pour l'instant est de croiser ses jolies jambes sur le trône, alors elle dit qu'elle trouvera une solution elle-même. Mais pour augmenter ses chances de séduire la reine, Léo demande à Echidna de continuer à être belle pendant qu'il règle le problème avec le colosse, et Echidna accepte immédiatement de s'en remettre à lui. Juste au moment où Léo s'apprête à partir, Echidna l'arrête et dit qu'elle aimerait discuter d'une affaire importante avec lui une fois la situation d'Edvard résolue, et Léo accepte d'en parler plus tard. Un peu plus tard ce jour-là, Lily montre à Léo et Julieta le transformeur qu'elle a découvert dans la grotte. Reconnaissant la machine, Léo explique que c'est un artefact de l'âge des machines 10 fois plus fort que n'importe quelle bête et conçu spécifiquement pour combattre n'importe quel démon. Il leur dit aussi qu'ils utiliseront la machine pour régler le problème d'Edvard. Pendant ce temps, au terrain d'entraînement, Edvard annonce à sa troupe qu'il va quitter son poste de chef pour devenir un simple soldat. Les soldats paniquent, se demandant s'il a perdu la tête, mais Edvard explique que Julieta assumera désormais le rôle de chef. À ce moment-là, Léo apparaît grâce à la magie de furtivité, prêt à donner une leçon mémorable à Edvard. Soudain, le transformeur surgit sur le terrain et voyant ses hommes terrifiés, Edvard décide d'être leur chef une dernière fois. Il leur ordonne d'attaquer, mais en frappant la machine, ils réalisent que leurs armes sont aussi inutiles que leurs visages dégoûtants. Juste après, la machine s'arrête, ce qui rend Léo perplexe car il réalise qu'il a peut-être perdu le contrôle de l'engin. Tout à coup, la machine attaque avec un puissant rayon laser, mais Léo dévie rapidement l'attaque vers l'espace. Effrayés, les soldats s'enfuient pour sauver leur peau avant de finir en amuse-gueule, mais Edvard tient bon, prêt à affronter la machine en solo.
La machine n'étant plus sous contrôle, Léo s'inquiète pour Edvard, mais alors qu'il réfléchit, Edvard charge la machine sans se soucier de sa vie. La machine attaque avec une lame néon, et Edvard manque de peu d'être envoyé dans l'au-delà. Alors que le colosse est stupéfait d'avoir failli mourir, Léo l'avertit qu'un coup de cette lame déchirera ses écailles comme du papier de soie mouillé. Léo lui conseille alors vivement de suivre ses ordres s'il veut voir un autre lever de soleil. Edvard accepte, alors Léo lui enseigne tout ce qu'il doit savoir pour vaincre la machine de guerre. En suivant les ordres de Léo, Edvard parvient à trancher l'une des mains épées, et avec l'aide de Julieta, ils réussissent enfin à la vaincre. Alors que la poussière retombe, Edvard remercie Léo et Julieta, mais soudain, la machine appelle 3 autres engins cachés dans la grotte. Heureusement, Echidna et les généraux arrivent à temps, mais Echidna dit à tous de lui laisser les machines pour qu'elle puisse farmer de l'aura. Ils obéissent, et après leur départ, elle prend son temps pour griller les machines et les transformer en ferraille. Pendant ce temps, au terrain d'entraînement, Léo se moque d'Edvard en le traitant de mauviette inutile malgré son allure de roc. C'est pour lui donner un aperçu de son propre comportement, alors Léo n'hésite pas à le traiter de poule mouillée incapable de battre une machine. Au lieu d'être en colère, Edvard réalise qu'il a fait la même chose à ses soldats quand il ne pouvait pas abattre la bête. Pris de remords, Edvard comprend enfin que nul ne peut combattre un ennemi inconnu, alors il s'excuse auprès de ses soldats d'avoir été un abruti insensible. Le lendemain matin, Shutina retrouve Léo dans sa chambre pour l'informer qu'Echidna prévoit de le promouvoir à un poste de direction plus tard ce jour-là. Elle lui dit aussi qu'elle et Mernès ont parlé de lui, puis lui demande s'il ment sur sa raison d'avoir rejoint l'armée des démons. Mais au lieu de répondre directement, Léo l'assure simplement qu'il révélera tous ses secrets lors de l'entrevue avec la reine. Ne voulant pas insister, Shutina l'avertit alors de ne pas révéler son identité avant qu'elle ne lui en donne l'ordre. Elle explique aussi que la reine pourrait ne pas pardonner sa tromperie et dit qu'elle lui fera signe quand le moment sera venu pour la grande révélation. Alors qu'elle va partir, elle remarque le livre bizarre dans la main de Léo et reconnaît un ouvrage sur un démon nommé Heilbrad qui voulait unifier le monde. L'idée d'unifier le monde pousse Shutina à demander à Léo s'ils pensent qu'ils pourront un jour posséder la pierre philosophale. Léo lui dit que ce ne sera pas facile, mais l'assure qu'avec son aide, il pense qu'ils y parviendront. Shutina le remercie, et alors qu'elle part, Léo fixe le livre et des souvenirs d'il y a bien longtemps l'envahissent. À l'époque, en pleine guerre contre les démons, Léo a croisé un vilain diablotin nommé Helbraid, qui ressemblait à ta copine et qui n'arrêtait pas de jacter. Alors, pour le faire taire, Léo s'apprête à l'éliminer. Mais il s'arrête quand Helbraid lui dit que lui et ses frères n'ont aucune mauvaise intention envers les humains. Le démon nain explique que leur présence ici résulte d'une expérience de l'ancien roi démon, qui a ouvert un grand portail spirituel reliant leur royaume au monde humain. Le petit nuisible révèle aussi qu'à l'ouverture du portail, lui et d'autres démons ont voulu explorer ce monde car ils avaient entendu dire qu'il y avait des bombes ici. En parlant, Helbraid reste prudent car il pense que seul le bavardage peut occuper le héros et lui sauver la vie. En continuant son récit, il explique qu'en arrivant, ils ont vu que les rumeurs étaient vraies et ont préféré rester plutôt que de rentrer là où ils glandent toute la journée. Helbraid mentionne aussi que son but est de s'entendre avec les humains car il en avait marre du monde des démons et de ses combats sans fin. Quand Léo demande si se battre est leur seule distraction, Helbraid explique que Bélial, le roi démon, est un tordu qui ne répond que par la violence. Voyant que Léo s'ennuie ferme, Helbraid commence à implorer pour sa vie afin de ne pas finir au bout de la lame de Léo. Cependant, Léo lui dit simplement de venir faire un tour avec lui. Helbraid s'empresse de le suivre, et alors qu'il marche dans les ruines de la ville, Léo demande pourquoi Bélial a ouvert le grand portail spirituel. Helbraid explique qu'au début, il ne voulait pas envahir le monde humain, mais chercher de la nourriture, car elle se faisait rare chez les démons. Pour régler ce problème de famine, Bélial a ouvert le portail, qui devait mener à une île déserte dans le monde des humains. Pourtant, en franchissant le portail, ils ont atterri en pleine rue passante, ce qui a déclenché la bataille entre humains et monstres. Ne voulant pas participer au carnage, certains ont tenté de repartir, mais ils ont découvert que le portail était fermé. Comme seuls des démons de haut rang ou Bélial lui-même pouvait le fermer, Helbraid soupçonne que le plan était de les laisser piéger ici. Il soupçonne aussi que des démons espions se sont faufilés dans le portail avant sa fermeture pour faire leur rapport à Bélial et le supplier de conquérir le monde des humains. Le petit monstre révèle aussi qu'une autre raison pour laquelle tant de démons voulaient fuir leur monde était le mépris des hauts gradés envers les démons inférieurs. Après avoir parlé de lui et de son monde, Helbraid interroge Léo sur son propre passé. Léo explique alors qu'il a été conçu par les humains pour être leur machine de guerre ultime contre les démons.
En entendant cela, Helbraid comprend qu'il est fini et demande à Léo de l'achever sans plus attendre. Pourtant, au lieu de décapiter Helbraid, Léo insiste pour l'emmener vers l'unité de confinement la plus proche. Helbraid est choqué que Léo refuse de le tuer, et il réalise alors que Léo n'est pas comme les autres humains. Contre toute attente, un lien d'amitié se crée, et alors qu'ils avancent, Helbraid ne peut s'empêcher de demander son nom à Léo. Léo est surpris que ce petit démon s'y intéresse, et cela le touche car personne ne lui avait jamais demandé son nom auparavant. Après s'être présenté, Léo raconte son histoire à Helbraid et explique que son seul but est de protéger l'humanité contre toute menace. Helbraid trouve son existence pathétique puisque sa seule raison d'être est de se battre pour les humains. Il demande alors à Léo ce qu'il ferait de sa triste vie une fois la guerre finie, et Léo répond qu'il resterait en veille jusqu'à la prochaine menace. Touché par une réelle inquiétude, Helbraid fait alors la leçon à Léo sur l'absurdité de sa propre existence. Helbraid lui dit qu'il risque sa vie pour la paix des humains, mais qu'une fois obtenu, il n'aura plus aucune place nulle part. Léo prétend que cela lui va, car la paix est l'objectif, mais Helbraid s'énerve et lui dit de réfléchir un peu avec sa tête de mule. Helbraid explique ensuite à Léo à quel point sa vie sera solitaire après la guerre, car étant immortel, il devra vivre sans aucun but. En entendant cela, Léo a un déclic et comprend enfin que sans guerre à mener, il n'aurait plus sa place dans ce monde. Peu après, ils arrivent enfin à la zone de confinement, et Helbraid est emmené par l'escadron pour être exécuté. Cependant, avant de partir, Helbraid jure de trouver un moyen pour que sa race et les humains vivent en harmonie. Il conseille aussi vivement à Léo d'essayer de vivre selon ses propres termes, et non comme on le force à le faire. Et pendant qu'on l'entraîne de force, Helbraid conseille aussi à Léo de profiter du moment où les humains n'auront plus besoin de lui pour le protéger, afin qu'il puisse abandonner ce stupide rôle de héros et enfin vivre une vie bien plus épanouie. De retour au présent, Léo se dirige maintenant vers la salle du trône pour y rencontrer Echidna, mais à ce moment précis, il comprend enfin pleinement tout ce qu'Helbraid, son petit ami si sage, lui avait raconté il y a bien des années. En entrant dans la salle du trône, Léo est déterminé à révéler sa vraie identité à Echidna et à expliquer à tous pourquoi il a rejoint l'armée démoniaque. Pourtant, quelques heures plus tôt, Echidna avait rédigé et signé un décret réintégrant Léo comme 5e grand général de son armée. Cela la rendait très heureuse, car même si Léo était nouveau, elle sentait qu'il était l'homme de la situation. Elle pensait qu'avec lui, sa quête de la pierre philosophale toucherait enfin à son but. De retour au présent, avant que Léo ne révèle son identité à la reine, l'elfe Shutina arrive soudainement pour signaler que le portail spirituel se referme. Alors que tous se précipitent vers le portail, ils apprennent qu'il se ferme car il manque de catalyseurs de cristaux rares qui le maintiennent ouvert. Léo et Shutina tentent immédiatement d'appliquer de la magie au portail et, pour le moment, ils parviennent à le maintenir ouvert. Cependant, la magie ne durera que 7 jours, alors Echidna suggère qu'il fasse quelque chose à ce sujet. Quand Lily demande ce qui se passera si le portail finit par se fermer, Echidna répond que cela signifie qu'ils ne pourront plus jamais retourner dans le monde des démons. Elle explique aussi qu'elle n'a aucune idée du temps qu'il faudra avant qu'un autre portail ne s'ouvre, et cela pourrait prendre des siècles durant lesquels le monde des démons restera en détresse. Effrayé par cette réalité, Echidna annonce qu'ils doivent décider d'un plan dans les 7 prochains jours. Shutina intervient alors, disant qu'ils n'ont que 2 choix en ce moment. Pour le premier choix, elle dit qu'ils devront retourner dans le monde des démons avant que le portail ne se ferme. Cependant, comme la plupart des membres de leur armée ne sont pas des démons, cela signifiera qu'ils devront dissoudre l'armée. Lily s'oppose fermement à l'idée, insistant sur le fait qu'elle ne peut pas se permettre de perdre ses amis, alors Mernès demande quelle est la deuxième option. Shutina révèle alors que la deuxième option sera de mobiliser l'armée et d'attaquer les humains pour acquérir la pierre philosophale. Mais Echidna rejette l'idée, expliquant que l'état actuel de l'armée démoniaque ne peut pas se permettre une autre guerre. De plus, elle souligne que les humains ont toujours leur plus grand allié, le puissant héros, Léo, qui est totalement imbattable. Elle rappelle à tous qu'affronter le héros est plutôt une condamnation à mort, donc obtenir la pierre philosophale maintenant est un rêve illusoire. N'ayant pas d'autre choix, la reine Echidna, submergée par l'émotion, déclare que sa décision sera de dissoudre l'armée et de retourner dans le monde des démons. Tout le monde est choqué par sa décision, et quand Lily essaie de vendre la mèche en disant que Léo est Onyx, Shutina lui couvre immédiatement la bouche pour l'empêcher de révéler la vérité. Quand Echidna ne peut plus retenir ses larmes, elle se dirige vers la fenêtre pour pleurer en son fort intérieur, et là, elle remercie tout le monde de l'avoir servi toutes ces années. Mais à ce moment-là, Léo enlève enfin son masque et tout le monde à table, sauf Echidna, est choqué de le voir faire. Tout en se tenant derrière Echidna, Léo lui dit que la pierre philosophale n'est pas un dispositif magique tout-puissant capable de transformer un désert aride en Beverly Hills.
Il explique que la pierre philosophale est plutôt un moteur avancé de l'ère industrielle qui produit une énergie illimitée. Léo l'informe ensuite qu'il existe 2 pierres philosophales dans le monde des humains, et comme elle n'en a besoin que d'une, il est prêt à l'aider à l'obtenir. Juste après avoir dit cela, Léo demande à Echidna de se retourner et de le regarder. Quand elle le fait, il abandonne son déguisement d'armure et reprend ses vêtements de vagabond. Il s'excuse ensuite de l'avoir trompé comme un imbécile pendant tout ce temps et explique que la raison pour laquelle il a rejoint l'armée démoniaque était de savoir si elle était vraiment digne de la pierre philosophale. Cependant, après leur conversation lors du dîner quelques jours plus tôt, Léo a dit qu'il avait été convaincu qu'elle en était digne. En entendant cela, Echidna perd son sang-froid en réalisant que le Gigashad façon Dark Vador qu'elle admirait tant était en fait le héros au goût vestimentaire atroce qu'elle détestait plus que tout. Folle de rage, elle déchaîne un enfer de flammes sur Léo et lui demande de mourir 2 fois. Plus tard ce jour-là, Léo conduit Echidna et ses généraux sur une montagne gelée pour leur montrer où se trouve la pierre philosophale. Mais Echidna est toujours furieuse d'avoir été dupée si longtemps et elle ne rêve que de détruire le visage de Léo avec son brasier. Peu importe le nombre de fois où Léo s'excuse de l'avoir trompé, elle refuse d'écouter, alors les autres généraux interviennent en vantant les grands services que Léo leur a rendus. Agacée de les entendre chanter les louanges de Léo comme des pom-pom girls, Echidna accepte enfin de lui pardonner, mais jure de lui couper les bourses s'il ne leur montre pas la 2e pierre philosophale. Elle lui demande ensuite s'il est bien sûr qu'il existe une 2e pierre, ce que Léo confirme, tout en prévenant qu'elle est protégée par un gardien très puissant. En chemin, Léo prévient Echidna qu'obtenir la pierre lui coûtera de la sueur, du sang et des larmes. Mais cela énerve Echidna, qui s'emporte contre lui, jurant qu'elle peut endurer n'importe quoi pour obtenir cette pierre. Alors qu'ils poursuivent leur route, Echidna demande à Léo pourquoi il en sait tant sur la civilisation mécanique, et Léo lui révèle qu'il vit depuis plus de 3000 ans. Cette révélation choque Echidna, qui se demande s'il est vraiment humain ou s'il fait partie des vampires originels. Léo explique alors qu'il a été créé en laboratoire comme une arme biologique, avec 5 autres. Il lui dit aussi qu'il peut copier n'importe quelle compétence utilisée contre lui, et c'est pourquoi il ne cesse de devenir plus fort. Réalisant à quel point Léo est puissant, Echidna comprend enfin qu'elle n'aurait jamais pu le battre dans sa quête pour obtenir la pierre. Léo se confie ensuite sur sa malédiction de protéger l'humanité et sur ses millénaires de combats pour la paix, et même quand elle est enfin arrivée, il a souhaité plus de guerre pour rester actif. Echidna le traite d'imbécile de vivre ainsi, et Léo admet que parfois, il a l'impression d'être celui qui freine l'humanité. Quelques minutes plus tard, ils arrivent enfin à l'endroit où Léo prétendait que se trouvait la pierre philosophale. Cependant, alors qu'ils s'attendent à voir surgir un gardien terrifiant, Léo révèle que c'est lui le gardien. Tout le monde est sous le choc, mais il explique qu'il a toujours possédé la pierre philosophale, et que cette pierre est son cœur. Il dit que la pierre est le moteur qui l'alimente comme Iron Man, puis exige qu'il l'achève en lui ouvrant le cœur s'ils veulent vraiment la pierre. Devant leur hésitation incrédule, Léo décide de jouer les méchants et menace d'exterminer toute l'humanité s'ils ne l'arrêtent pas. Shutina tente de le raisonner, mais Léo dégaine sa lame et menace de lui transpercer les seins si elle s'approche davantage. Léo rappelle ensuite à Echidna qu'elle avait juré d'endurer le sang, la sueur et les larmes pour la pierre, et lui dit qu'il est temps de le prouver. À ces mots, tout le monde se fige de stupeur, et quand Echidna tente de parler, Léo l'attaque plus vite qu'elle ne peut le voir. Alors qu'elle se défend tant bien que mal contre son attaque, elle lui demande s'il a complètement perdu la tête, mais Léo l'ignore et la projette sans aucune pitié au sol. Léo explique ensuite que s'il ne peut pas sauver le monde, il perdrait alors son identité. Donc, si l'humanité n'a pas besoin de lui, il fera tout pour qu'elle ait besoin de lui. Juste après avoir dit ça, il ricane comme le Joker, et tout le monde est incrédule de le voir agir comme un fou. Alors que Léo continue de tabasser Echidna, Edvard la défend et tente de ramener Léo à la raison. Edvard et Shutina essaient de rappeler à Léo qu'ils sont amis et qu'ils ne devraient pas se battre, mais Léo, furieux, tente de poignarder Edvard. Heureusement, Shutina le piège avec un sort de lien, mais Léo s'en libère et envoie valser Edvard d'un coup de pied. Les mots ayant échoué, Shutina tente d'utiliser ses atouts de distraction massive pour calmer Léo, mais Léo n'est pas d'humeur à faire le canard, alors il l'attaque avec une épée enflammée, mais Edvard s'interpose et se fait transpercer. Voyant Edvard blessé, Shutina réalise enfin que Léo ne plaisante pas et qu'il veut vraiment leur mort. À ce moment, Léo croise le fer avec Echidna tout en évacuant sa frustration de ne même pas avoir le droit de mourir, devant continuer à protéger et défendre l'humanité. Il dit être confus, ne sachant s'il doit haïr les humains qui l'ont créé ou les démons qui les y ont forcés. Alors que Léo invoque des millions d'épées enflammées depuis le firmament, il déclare que démons ou humains, tous doivent mourir.
Il fait ensuite pleuvoir les épées, mais Echidna et ses généraux survivent à l'attaque terrifiante en invoquant un bouclier impénétrable. Voyant la puissance de Léo, Echidna réfléchit à une solution, mais conclut finalement que sa seule option est d'utiliser le puissant sort ancien. Cependant, utiliser le sort ancien est un pari risqué, car Echidna ignore si cela fonctionnera. Lily essaie alors de parler à Léo, lui promettant de l'écouter attentivement, peu importe ce qui le pousse à agir comme un tel enfoiré, exactement comme lui l'avait fait pour elle. Pendant un court instant, on dirait que Lily a enfin raisonné Léo, mais soudain il la poignarde froidement avec une épée enflammée, choquant tout le monde. Enragé, Echidna charge Léo, tandis que Shootina lui lance des dagues de foudre, mais notre gars encaisse toutes leurs attaques comme si de rien n'était, les surprenant. Voyant la cruauté de Léo, Edvard décide lui aussi d'être impitoyable, et pour la première fois depuis longtemps, il libère son sang de dragon pour affronter Léo. Alors que le colosse attaque avec sa lame puissante, Léo l'arrête d'une seule main, puis le gèle comme Sub-Zero. Après cela, Léo le rôtit avec un feu ardent, et Echidna est surprise de voir que Léo peut lancer des sorts d'éléments opposés simultanément. Après avoir torturé Edvard avec les flammes, Léo l'envoie s'écraser contre la montagne de glace. Désespérés de terrasser Léo, Echidna et Shootina attaquent de toutes leurs forces, mais Léo est bien trop puissant pour elle et ne subit aucune égratignure. C'est alors qu'Echidna se rappelle que Léo lui a dit un jour posséder la capacité de copier les compétences de ses adversaires et de les améliorer sans fin. Elle réalise que s'il devient plus fort à chaque ennemi affronté, alors Léo pourrait bien être impossible à vaincre. À ce moment, Mernes décide enfin de rejoindre le combat après avoir glandé pendant des heures. Utilisant sa technique d'assassin rapide, Mernes parvient à entailler le cou de Léo, mais cette fois, Léo égale sa vitesse et le change en sculpture de glace. Après s'être transformé en sa bête divine, Lily attaque aussi Léo, même si c'est la dernière chose qu'elle veut faire. Elle le supplie alors d'arrêter d'être le méchant, mais Léo l'électrocute, la laissant grièvement blessée. Réalisant qu'il est impossible de battre Léo en combat singulier, Echidna décide d'utiliser le sort ancien et demande à Shootina de lui faire gagner du temps pour charger. Le sort ancien est un sort transmis par des générations de rois démons, et même si c'est plutôt un pari risqué, Echidna décide de le tenter. Alors, pendant que Léo affronte Shootina, Echidna active enfin l'extension du domaine et frappe Léo avec le sort de lien du héros. À ce moment-là, l'esprit de Léo dérive vers le tout début, quand il a été créé et chargé de la mission de protéger l'humanité. Au début, ça lui allait de défendre les humains contre les démons parce que la guerre à cette époque répondait à ses besoins. Les gens avaient besoin de ce qu'il avait à offrir, et Léo n'a pas failli à son devoir de vaincre les ennemis et d'instaurer la paix dans le monde. Ensuite, les humains l'ont joyeusement célébré comme un héros. Mais quand la paix s'est prolongée trop longtemps, Léo a réalisé qu'il n'avait plus de raison d'exister. Quand la guerre a éclaté à nouveau, il a enfin trouvé une raison de se battre, alors il a foncé avec joie pour défendre les humains. Puis, quand les démons ont envahi le monde humain, il a ressenti la dopamine du combat, et ça l'a rendu heureux de redevenir le héros. Finalement, 100 ans ont passé, puis 1000, et Léo a parcouru le monde cherchant des batailles et combattant sans fin. À chaque ennemi combattu, il gagnait de nouvelles compétences, et soudain plus personne n'était de taille, car il était devenu une bio-arme mortelle. Puis, des années plus tard, le monde a connu une autre paix, et en achetant du pain, une femme dit qu'elle espère que la paix durera. Mais entendre cela a rendu Léo malheureux, et il a répondu avec un visage inexpressif, ce qui lui a fait craindre de devenir un sadique. C'est à ce moment-là qu'il a réalisé qu'une partie de lui voulait que le monde soit toujours en danger pour qu'on ait besoin de lui. Léo a failli devenir fou, car jour après jour, il souhaitait toujours que le monde connaisse plus de chaos. C'est alors qu'il a soudainement eu l'idée qu'au lieu de souhaiter le chaos, il pourrait en être l'architecte. Au fond du labo où les bioarmes ont été créées, Léo s'est rappelé qu'il y avait une fonction qui les empêchait de nuire au monde. Alors il désactive cette fonction, lui donnant la capacité de créer la crise parfaite sur le monde. Cependant, il ne pouvait se résoudre à détruire le monde, car il voulait toujours être un héros. Des années plus tard, un garde a annoncé qu'un portail s'était ouvert et que des démons en sortaient. Léo a promis de gérer la situation, mais luttait intérieurement pour jouer le héros, puisqu'il avait d'abord voulu détruire le monde. Après avoir enterré ses démons intérieurs, Léo a combattu les démons, mais c'était la toute première fois qu'il voyait la reine Echidna. Il a été immédiatement captivé par son visage séduisant. Mais ce qui l'a le plus captivé, c'est qu'elle a ordonné à ses armées de démons de ne pas massacrer les civils innocents. Plus tard cette nuit-là, Léo a capturé un démon, et après l'avoir interrogé, il a découvert que la reine Echidna n'avait pas envahi le monde humain pour causer des problèmes, mais pour améliorer son monde.
Léo a fini par interroger d'autres démons et il a aussi appris que la reine Echidna était une souveraine très aimable envers son peuple. Avec toutes les informations recueillies sur Echidna, Léo a finalement réalisé qu'elle pourrait vraiment être le pont entre les royaumes humains et démons. Il a donc décidé d'en savoir plus sur elle, mais il a d'abord vaincu tous ses généraux et s'est aussi battu contre elle. Après l'avoir durement battue, Léo a décidé d'infiltrer son armée pour savoir si elle était la bonne personne à qui confier son cœur. De retour au présent, Léo sourit et remercie Echidna de l'avoir enfin achevé, mais elle se demande si c'était ce qu'il voulait depuis le début. La force de l'explosion immobilise Léo et le fait hurler de douleur, tandis qu'Echidna saigne du nez en s'efforçant de le ligoter. Cependant, elle est déterminée à lier le pouvoir de Léo pendant 6 secondes, le temps nécessaire pour mettre fin à ses jours. Alors que Léo perd toutes les capacités accumulées pendant 3000 ans, il réalise enfin que son heure est venue. Tout en luttant pour tenir bon, Echidna se remémore tout le temps passé avec Léo et elle ressent sa solitude. Une fois les 6 secondes écoulées, Echidna ordonne à ses généraux blessés, désormais sur pied, de parachever l'attaque. Sans la moindre hésitation, Edvard charge Léo et le frappe, tandis que Mernès le poignarde avec ses dagues, et au même moment, Lily et Shutina portent le coup final. Léo les remercie tous d'avoir mis fin à son calvaire, et alors qu'il s'effondre au sol, Echidna hurle de fureur. Soudain, Léo ouvre les yeux et prend conscience qu'il est toujours en vie, mais le fait d'avoir perdu une bataille pour la toute première fois le fait sourire. Alors qu'Echidna et ses généraux s'approchent de lui, elle lui demande s'il a aimé jouer les méchants. Et Léo admet qu'il s'est amusé, expliquant qu'il avait toujours voulu être le méchant. Echidna le réprimande alors pour sa stupidité et pour avoir risqué leur vie, mais Léo lui répond qu'il a fait ça pour qu'elle puisse enfin avoir la pierre philosophale qu'elle a toujours voulu. Cependant, il explique avoir utilisé un arrêt d'urgence pour couper l'énergie de la pierre, ce qui signifie qu'ils n'ont que 300 secondes pour la retirer avant qu'elle ne se réactive. Léo leur demande alors de retirer la pierre en hâte et d'en finir, mais Lily pleure amèrement et refuse catégoriquement que quiconque le fasse. Echidna remarque que Léo regarde Lily pleurer toutes les larmes de son corps avec compassion, et elle réalise qu'il n'a jamais eu l'intention de les tuer ou de détruire le monde. Se tournant vers Echidna, Léo lui demande de se dépêcher avant que les 300 secondes ne s'écoulent. Alors que tout le monde pense qu'Echidna va retirer la pierre par désespoir, elle gifle Léo puis marche sur sa blessure. Elle lui dit qu'elle a changé d'avis et torture ses blessures avec ses jambes pour se venger de son désir d'en finir. Elle lui dit alors qu'au lieu de le tuer, elle a une meilleure idée, l'engager officiellement comme ambassadeur entre les démons et les humains, puisqu'il a plus de 3000 ans d'expérience. Léo la supplie de se dépêcher de retirer la pierre, mais réalisant qu'Echidna n'en a aucune intention, il se tourne vers Edvard et demande au colosse de le faire. Mais Edvard rit, le traite de bouffon, puis déclare qu'il soutient Echidna. Agacée par son insistance à vouloir mourir, Lily réprimande Léo avec colère pour vouloir l'abandonner, puis se remet à pleurer, disant qu'elle ne veut pas qu'il devienne un souvenir. Le temps pressant, Léo se tourne vers Mernès, sachant qu'il est un assassin qui n'hésitera pas à l'achever, mais Mernès lui donne plusieurs coups de pied, puis lui dit de sauter d'une falaise s'il veut désespérément mourir. Quand Léo demande ensuite à Shutina de lui faire l'honneur de l'envoyer au Hueco Mundo, elle lui frappe le visage avec son sceptre et exige de savoir pourquoi il veut vraiment se suicider. Léo finit par avouer qu'il a été conçu pour protéger l'humanité et que c'est une malédiction à laquelle il ne peut échapper. Il leur dit aussi qu'il a essayé de désactiver cette fonction, mais qu'il n'y est tout simplement pas parvenu. En entendant cela, ils exigent tous qu'il réessaie de la désactiver, et voyant le sérieux sur tous les visages, Léo accepte. Il plonge alors dans son subconscient, mais alors qu'il tente de désactiver la fonction de protection, d'innombrables voix résonnent dans sa tête. Cependant, après avoir réussi à contrôler les voix dans sa tête, il connaît un silence total, se demandant s'il l'a vraiment désactivé. Alors que les secondes s'écoulent, sa blessure se referme, et Echidna lui demande d'arrêter d'être un héros et l'invite à les rejoindre. Léo accepte, ce qui excite Lily, qui le serre dans ses bras pendant qu'Echidna sourit. Le lendemain, Léo retourne au château des démons, et il est heureux d'être enfin là où il a toujours voulu être. Bientôt, il retrouve le reste de la bande ivre-mort après avoir bu et fait la fête toute la nuit pour son retour. Mais Echidna, véritable puits sans fond d'alcool, est toujours bien réveillé et lui demande s'il regrette d'avoir manqué sa chance de mourir. Léo répond simplement que son but actuel est de l'aider à trouver un moyen pour que l'humanité et les démons coexistent. Il admet aussi qu'il ne regrette rien et qu'il est plus qu'heureux de travailler pour une reine aussi gentille qu'elle. Ces douces paroles flattent Echidna et elle admet qu'elle apprécie cela. Elle lui prend alors les mains, disant qu'elle ne veut rien d'autre que travailler avec lui et Léo lui dit qu'il est honoré.
À ce moment, plusieurs démons font irruption, annonçant le chaos dans le château. Les généraux sortent alors de leur sommeil pour agir. Au même moment, Echidna plaisante sur le fait qu'ils ont une montagne de travail à accomplir, puis demande à Léo de s'y mettre puisque sa mission est de l'aider. Léo accepte promettant de faire de son mieux, puis lui dit de s'asseoir et de boire du thé pendant qu'il s'occupe de tout. Commentez Démon Badi. Si vous avez regardé ce récapitulatif jusqu'au bout et si vous aimez ce genre de vidéo, abonnez-vous et regardez la suivante.